Commençons donc par le dossier 1 qui concerne un homme de 54 ans qui se présente aux urgences pour des douleurs abdominales et des vomissements. La question 1 vous demande quel diagnostic vous évoquez. Dans ce contexte, on évoque une insuffisance surrénale chronique en décompensation aiguë. Cette décompensation aiguë est secondaire à une pneumopathie infectieuse de la base droite. Les arguments qu'il va falloir présenter sont d'une part, pour ce qui est de l'insuffisance surrénalienne aiguë ou la décompensation aiguë d'insuffisance surrénale chronique, les douleurs abdominales, les vomissements, l'hypotension et sur le plan biologique, l'association d'une hyponatrémie et une hyperkaliémie qui vont faire évoquer un hypoaldostéronisme, l'insuffisance rénale aiguë qui est probablement d'origine fonctionnelle et l'hypoglycémie. Les arguments en faveur d'une insuffisance surrénale chronique et de l'origine périphérique de l'insuffisance surrénale sont l'existence d'une mélanodermie quand on vous parle d'un teint hâlé avec une intensification de cette coloration au niveau des plis. Enfin, cette décompensation aiguë est secondaire à une pneumopathie de la base droite, devant le syndrome infectieux clinique et biologique, la dyspnée, la toux avec les expectorations verdâtres, les crépitants auscultatoires et les anomalies de la radio de thorax. Ce qui est bien important de comprendre, c'est la distinction entre insuffisance surrénale chronique et insuffisance surrénale aiguë. Vous pouvez avoir une insuffisance surrénale chronique sans décompensation aiguë, auquel cas vous avez simplement une altération de l'état général, une hypotension artérielle et une mélanodermie, alors que dans le cadre de la décompensation aiguë ou dans l'insuffisance surrénale aiguë, vous allez avoir des anomalies du ionogramme sanguin que vous n'avez pas dans l'insuffisance surrénale chronique. Il faut aussi bien discerner l'insuffisance surrénale centrale et l'insuffisance surrénale périphérique. Donc l'insuffisance surrénale périphérique, comme dans le cas actuel, on est face à une mélanodermie, et dans l'insuffisance surrénale centrale, donc qu'on appelle l'insuffisance corticotrope, dont le tableau va être beaucoup moins sévère puisqu'il n'y a pas d'anomalie de la sécrétion de l'aldostérone et donc pas d'hypotension artérielle et pas de collapsus. Quel est le mécanisme de la mélanodermie dans l'insuffisance surrénale chronique ? La mélanodermie est secondaire à la sécrétion de alpha-MSH. La alpha-MSH est une protéine qui va être fabriquée de manière concomitante avec la CTH et stimulée par la CRH. Donc quand la CRH stimule la sécrétion d'ACTH, le gène qui est exprimé exprime aussi l'alpha-MSH. L'alpha-MSH va se fixer sur ses récepteurs au niveau de la peau et c'est ce qui est à l'origine du teint hâlé des patients addisoniens. Donc la question 2 vous demande quels sont les autres examens complémentaires à demander en urgence. Il faut bien se rappeler qu'on est dans le cadre d'une décompensation aiguë d'insuffisance surrénale chronique, donc il va falloir choisir minutieusement ces examens complémentaires. Je vous rappelle que le patient présente une hyperkaliémie à 5,8 mmol par litre. Il va donc falloir réaliser évidemment un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme va rechercher des signes en faveur d'un retentissement électrique à cette hyperkaliémie, donc les ondes T amples, pointues, diffuses, avec éventuellement des troubles de la conduction et des troubles du rythme. En plus de ça, il va falloir réaliser un dosage du cortisol et de la CTH. Ces deux examens sont réalisés en urgence, mais on ne doit pas attendre les résultats pour traiter. On attend de ces résultats, d'une part, un cortisol effondré, et d'autre part, une ACTH très élevée, puisqu'il existe un rétrocontrôle de la sécrétion d'ACTH par le cortisol. Enfin, on réalisera un bilan infectieux pour rechercher une étiologie à la décompensation, ou en tout cas confirmer l'étiologie infectieuse, donc des hémocultures, un ECBU, une CRP, une numération formule sanguine. Faut-il doser la cortisolémie à 8 heures ou n'importe quand dans la journée ? Alors, ce qu'il faut comprendre dans le diagnostic de l'insuffisance surrénale, c'est que on va pas faire de la même façon le diagnostic d'une insuffisance surrénale aiguë, une insuffisance surrénale chronique ou une insuffisance surrénale centrale, donc une insuffisance corticotrope. Le diagnostic de l'insuffisance surrénale aiguë se fait par un dosage, quel que soit le moment, du cortisol et de la CTH. Donc le diagnostic sera rétrospectif. Une fois qu'on aura traité le patient, on récupérera les résultats du cortisol. Celui-ci sera effondré alors que le patient est en état de stress aigu et normalement la cortisolémie devrait être extrêmement élevée. Le cortisol à 8 heures va avoir un intérêt dans le dépistage de l'insuffisance surrénale chronique. Et d'ailleurs, c'est le cortisol à 8 heures et le test au synactène qui vont permettre de faire le diagnostic de l'insuffisance surrénale chronique. Enfin, pour le dépistage de l'insuffisance corticotrope, il est dit qu'on peut faire un test au synactène, mais ce test au synactène peut être à l'origine de nombreux faux négatifs. Et deux autres examens ont un meilleur rendement au niveau du dépistage de l'insuffisance corticotrope. Il s'agit de l'hypoglycémie insulinique et du test à la métopyrone. Donc la question 3 vous demande votre prise en charge initiale pour les 24 premières heures.
Donc je vous rappelle que l'insuffisance surrénale aiguë est une urgence vitale et donc il va falloir commencer à traiter avant même de se poser la question d'hospitaliser le patient. Donc si vous êtes au domicile, vous êtes le SAMU ou vous êtes aux urgences, la première chose à faire c'est d'injecter en IV si vous avez une voie d'abord ou en IM s'il n'y a pas de voie d'abord, un bolus d'émuscisinate d'hydrocortisone 100 à 200 mg. Et ensuite, on hospitalise le patient dans une unité de soins intensifs ou en réanimation. On pose un scope cardiotensionnel, on met 2 voies veineuses de bon calibre et on entreprend une réhydratation. C'est la deuxième chose très importante dans la prise en charge de l'insuffisance surrénale. Cette réhydratation comportera du sérum salé, mais aussi du glucosé, compte tenu de l'existence d'une hypoglycémie. Cette réhydratation va être massive avec 1 litre sur la première heure, puis 1 litre sur la deuxième heure, 1 litre sur les 3 heures qui suivent, et ensuite en fonction de l'état volémique de votre patient. Il va falloir évidemment continuer à substituer en hormones, en hémisuccinate d'hydrocortisone, puisque le patient en a besoin, il est en état de stress aigu. On va traiter ensuite l'étiologie de la décompensation par une biantibiothérapie parentérale assez large, probabiliste, qui va comporter ici de l'amoxicilline et de l'érythromycine, compte tenu de l'existence d'une comorbidité qui est l'insuffisance surrénale aiguë. Enfin, dans ce contexte réanimatoire, on prévoit bien sûr les préventions des complications de décubitus et une surveillance rapprochée. Pourquoi n'est-il pas nécessaire de donner du fludrocortisone en aigu ? On ne donne pas de fludrocortisone en aigu parce que on donne des bonnes doses en fait d'hydrocortisone et l'hydrocortisone à ces doses-là a un effet minéralocorticoïde. Donc je vous rappelle que la fludrocortisone c'est le minéralocorticoïde, donc il va avoir l'effet de l'aldostérone, donc permettre de réabsorber le sel qui est perdu au niveau des urines. Donc cette carence en aldostérone qui est à l'origine du collapsus au moment de l'insuffisance surrénale aiguë. Au moment du stress aigu, on donne de telles doses d'hydrocortisone que la fludrocortisone n'aurait aucun effet, puisqu'à ces doses-là, l'hydrocortisone a un effet minéralocorticoïde. La question 4 donc, vous demande les prescriptions médicamenteuses à la sortie de l'hôpital. Elles vont bien sûr comporter une hormonothérapie substitutive. Cette hormonothérapie devra être prescrite à vie, et là, elle va comporter de l'hydrocortisone, en 1, 2, voire 3 prises par jour, et de la fludrocortisone. Les doses d'hydrocortisone sont des petites doses, parfaitement substitutives, et qui n'ont donc pas d'effet minéralocorticoïde, et c'est la raison pour laquelle il va falloir donner de la fludrocortisone. Évidemment, on pensera à traiter la pnéopathie, donc le facteur de décompensation, par une antibiothérapie qui va durer en moyenne 10 jours. Ce qu'il ne faut pas oublier et qui est traité à la question 5, c'est les recommandations associées à la prescription de sortie. Ça fait partie de l'éducation des patients addisoniens. Donc les patients addisoniens sont les patients qui présentent une insuffisance surrénale chronique périphérique. Et l'éducation du patient est primordiale puisque c'est une maladie chronique et il existe une insuffisance surrénale à vie. Ce qui est important d'expliquer aux patients, c'est 1, les signes de décompensation. A priori, maintenant, il les connaît puisqu'il vient de vivre une décompensation. Et donc, dès qu'il a ces symptômes-là, il doit savoir quelles sont les mesures à suivre. Les mesures à suivre sont 1, une injection d'hydrocortisone en IM au domicile. Il faut d'ailleurs qu'il ait ce matériel dans le frigo, à la maison, au cas où survient n'importe lequel de ces signes de décompensation, en sachant qu'un traitement en excès ne peut pas être délétère. Il portera une carte de maladie de patient addisonien, donc une carte qui dit, comme chez les patients diabétiques, « Je suis porteur d'une insuffisance surrénale chronique ». Ce qui est important de lui expliquer, c'est un traitement à vie, qu'il ne faut jamais l'interrompre. L'interruption du traitement peut être à l'origine d'une décompensation. Enfin, il est important de prévenir la décompensation en augmentant, doubler, voire tripler la dose dans des situations qui peuvent être à l'origine d'une décompensation. Une infection, un stress de la vie, un traumatisme, une chirurgie. Enfin, 2 dernières petites choses qui peuvent entraîner une décompensation, c'est 1, l'automédication, la prise de laxatifs, la prise de diurétiques qui vont augmenter la sécrétion urinaire de sodium sans adaptation de la dose de minéralocorticoïdes, mais aussi la prise d'un régime hyposodé qui peut être à l'origine d'une décompensation. Enfin, la question 6 vous essaye d'approfondir en fait le diagnostic étiologique de cette insuffisance surrénale. On vous dit qu'il a des périodes d'hémoptysie depuis à peu près 6 mois. Il est fumeur, il n'est pas fumeur, il boit de l'alcool qu'occasionnellement, mais il travaille dans un bar tabac. Il est sorti du territoire il y a 3 mois pour un séjour au Sénégal chez l'habitant. Il vit en concubinage, n'a pas d'enfant. Donc on vous demande les 3 étiologies principales que vous évoquez. Donc là, on vous donne
une histoire au niveau de l'énoncé qui va vous orienter vers certaines étiologies qui ne sont pas forcément les étiologies les plus fréquentes d'insuffisance surrénale. Ici, on va évoquer les métastases surrénaliennes bilatérales d'un cancer bronchopulmonaire chez ce patient qui a une symptomatologie pulmonaire et qui a été soumis à un tabagisme passif. D'une part, d'autre part, la tuberculose pulmonaire qui va avoir donc une localisation surrénalienne. Celle-ci peut être évoquée devant l'existence des hémoptysies, de l'amaigrissement, de l'altération de l'état général et surtout du séjour chez l'habitant au Sénégal. Enfin, on pensera à la localisation surrénalienne d'une infection opportuniste du VIH. Donc, dans l'insuffisance surrénalienne au cours du VIH n'est pas due au virus lui-même du VIH, mais à des infections opportunistes type CMV, toxoplasmose, tuberculose, cryptococcose, histoplasmose, ou un lymphome qui peut être initialement localisé au niveau des surrénales. Les diagnostics différentiels qu'il va falloir évoquer, mais qui ne sont pas les diagnostics de présomption dans ce dossier, sont évidemment l'étiologie la plus fréquente d'insuffisance surrénale, qui est la rétraction auto-immune des surrénales, qui est à l'origine de 80% des insuffisances surrénales. Dans ces cas-là, on recherchera d'autres maladies auto-immunes. Les métastases surrénaliennes d'un cancer d'une autre localisation. Les insuffisances surrénales aiguës qui peuvent être secondaires à des étiologies vasculaires, nécrose bilatérale surrénale après un choc. Les maladies infiltratives comme la sarcoïdose et enfin surtout les étiologies iatrogènes, mais qui sont plutôt dans des contextes chirurgicaux ou de traitements pris pour déprimer la sécrétion de corticoïdes. Quel cancer métastase volontiers au surrénal ? Donc ceux dont il faut vraiment se souvenir vont être le cancer du poumon et le cancer du rein, mais on peut retrouver des métastases surrénaliennes dans des cancers comme le mélanome, le sein, le côlon, le lymphome, le pancréas, le cancer de l'estomac. Et bien sûr, il faut penser à la localisation primitive au niveau surrénalien des lymphomes.